Aujourd'hui, on parle d'histoire, on va causer. Alors, il y a eu pour Haïti, puisqu'on n'a pas oublié la présence amérindienne, la présence indienne en Haïti, et ça c'est une des choses importantes de l'histoire haïtienne qui a tenu à ces images-là. Et on n'a pas oublié cela, et on l'a intégré dans l'histoire haïtienne. Alors il y avait bien avant que les Noirs viennent d'Afrique, arrivent d'Afrique et pour exploiter la terre de Saint-Domingue, Hispaniola, et il y a eu les Indiens. Alors l'histoire haïtienne, dans une tendance lyrique, dit que les Indiens qui refusaient de travailler, dans un sens subversif et intéressant, parce qu'ils préféraient la danse, la poésie, et ils n'étaient pas sensibles à ce travail très dur, et mouraient en grand nombre. C'était pas leur but dans la vie, c'était pas de travailler pour les colons qui arrivaient d'Europe et qui voulaient les faire travailler jusqu'à mourir. Ils mouraient en grand nombre, et c'est même un de leurs amis, un ami des Indiens, un prêtre, Bartholomé de Las Casas, qui eut l'idée malheureuse pour l'Afrique, et peut-être heureuse pour le peu d'Indiens qui restaient, de faire venir les nègres, comme il disait, d'Afrique, et qui, eux, connaissaient bien le soleil et connaissaient bien le travail, pouvaient faire ce travail très dur. Et c'est ainsi que, officiellement, la traite des esclaves commençait. Mais c'était pas si simple que cela. Nous savons très bien, c'est pas du tout l'opinion, même s'il est très convaincante d'un religieux qui pourrait déclencher une industrie l'une des plus fortes du monde, et celle qui a duré plus de 300 ans, où l'on a fait venir des gens d'un continent à l'autre bout du monde pour venir et essayer d'enrichir l'Europe sur un autre continent, l'Amérique. Donc il y a eu 3 grands continents impliqués dans cette histoire-là. Je ne pense pas que l'opinion d'un curé pouvait, même si c'était Las Casas, pour arriver là. Les gens voulaient cela. La traite des Noirs, des Africains, est une affaire d'ailleurs qui a bien existé avant l'Europe aussi. La traite, c'est-à-dire faire des gens, des prisonniers, et les faire travailler gratuitement, c'est le vieux rêve humain. D'ailleurs, on n'a qu'à fermer les yeux, ils vont nous envoyer dans les usines et puis on va travailler gratuitement. Ne vous inquiétez pas, ce rêve n'a pas disparu. C'est une lutte incessante qui fait que ce rêve ne revienne pas de sitôt. Ce n'est pas par hasard. Donc il a fallu quand même convaincre l'Europe quand même que faire venir des gens de si loin pour venir travailler presque gratuitement et crever sous le labeur, et il a fallu convaincre l'Europe que ces gens-là n'étaient pas des êtres humains, parce que sinon c'est pas possible. Et c'est pas tout le monde, les gens quand même, et tous les gens en Europe n'étaient pas juste des salauds. Les gens disaient mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Il dit oui, mais ils n'ont pas d'âme. Montesquieu l'a dit, ils n'ont pas d'âme. Comment voulez-vous qu'une âme si blanche puisse se loger dans un corps si noir, disait Montesquieu. Donc il a fallu aussi, c'est beaucoup d'intérêt et beaucoup d'argent. Cette masse, cette main-d'œuvre extraordinaire, qui avait un trop plein de main-d'œuvre, qu'on pouvait les laisser mourir même durant le voyage, et dans les bateaux. Ils étaient dans les cales des bateaux, et on pouvait les laisser mourir. Donc c'est une main-d'œuvre énorme. Bon, ils finissaient par arriver parce qu'ils étaient nombreux. Et en arrivant dans les colonies, et comme ça, les grands propriétaires qui habitaient dans le nord d'Haïti, qui étaient très riches, avaient, disons, un droit de prendre les esclaves, les premiers, enfin un droit d'achat, puisqu'ils étaient les plus riches, donc ils achetaient les plus puissants physiquement pour les faire travailler dans les terres, dans les champs et autres, et ceux qui semblaient les plus futés pour qu'ils deviennent des esclaves de maison, pour qu'ils puissent travailler à la maison, ceux qui étaient intelligents, qui pouvaient être un peu assistants, qui pouvaient tenir même des livres de comptes finalement, et il faut qu'ils travaillent là. Et naturellement, comme vous le savez, dès que vous prenez les meilleurs, vous aurez le contre-coup. La révolution est partie de là aussi, dans le nord d'Haïti. C'est là que tous ils venaient à peu près, Toussaint Louverture, Henri Christophe, on les verra plus tard, et tous les chefs sortaient de là. Et on disait à l'époque qu'il y avait presque une opposition, une division entre les esclaves qui travaillaient dans les champs, très durement, et les esclaves qui travaillaient dans les maisons,
qui arrivait à... Vous savez, dès qu'il y a contact humain, les gens ne sont plus des monstres. C'est le système qui peut devenir un monstre. En réalité, les gens n'arrivent jamais, malgré tout, à devenir des monstres. C'est presque impossible. Même les gens les plus terrifiants au monde, et ils n'arrivent jamais à être des monstres. Vous allez voir dans tous les films et les documentaires ou n'importe quoi, dès qu'il y a des monstres, il faut qu'il y ait un spectacle de la cruauté. Il faut que ces monstres-là arrivent à faire de cette monstruosité un système. D'où le nazisme. Il a fallu, le nazisme précisément, ils ont mis ça en système pour éviter précisément que l'émotion humaine participe. Parce que même dans la cruauté, l'émotion, si elle est humaine, elle finira par changer. Donc il faut mettre une distance. Il faut qu'il y ait un système. Alors, donc, les esclaves qui travaillaient dans les maisons finissaient toujours par entendre le maître se plaindre. Hein. On a toujours des problèmes. Hein. Même pour dire qu'il n'y a pas assez d'esclaves. Les esclaves. Donc, un homme, quelqu'un qui a un problème, est un être humain. Il faudrait bien le consoler. Alors, ces esclaves qui travaillaient dans les champs, paraît-il, quand il y avait le feu, et dans les industries, dans les entreprises industrielles, avec le sucre, on en parlera, dans ces grandes entreprises qui devraient apporter beaucoup d'argent, l'Europe en avait beaucoup pour faire la guerre, c'était ça l'affaire. C'était pour faire la guerre. La guerre, l'argent est le nerf de la guerre. Donc on faisait travailler les gens, on les faisait venir d'Afrique, on les exploitait à Saint-Domingue, dans la colonie américaine, à Saint-Domingue, et tout ça, c'est pour avoir de l'argent pour faire la guerre en Europe. Donc on n'en sortira pas et dans cette histoire-là. Alors, quand il y avait le feu et dans ces entreprises-là, les esclaves qui travaillaient dans les champs n'arrêtaient pas de dire au vent de venir et pour attiser le feu, pour augmenter le feu et brûler et brûler. Et les esclaves, dit-on, qui travaillaient dans les maisons, demandaient à ce que le feu baisse pour pouvoir sauver. Et donc ces situations-là créaient deux sortes de types d'esclaves. Mais en fait, pour qu'il y ait une révolution, il faut que ces deux individus à intérêts presque opposés, même si leur situation est semblable profondément, arrivent à comprendre que leurs intérêts sont communs. Et ça demande encore plus, vous le verrez plus tard, parce que les esclaves, il y avait des femmes aussi. C'est des prisonniers qu'on rapportait d'Afrique. Et il y en avait beaucoup qui avaient des enfants avec des colons blancs. C'est ça. Alors, avec des colons blancs, et ces enfants-là étaient ce qu'on appelle les affranchis. Ils étaient les premiers libres, disons, qui n'étaient pas des Européens. Ils étaient les affranchis, mais les Noirs aussi pouvaient devenir libres aussi, mais ça demande toutes sortes de choses, avoir travaillé longtemps sur la plantation, avoir un maître qui pouvait vous rendre libre. Et ces affranchis-là, qui sont fils de propriétaires aussi, d'une certaine manière, fils du blanc et de la négresse, situation extrêmement difficile, identité trouble, et qui était, presque à la fin de la colonie, qui possédait le quart des terres et le tiers des esclaves eux-mêmes. Ces affranchis propriétaires. Donc, pour qu'il y ait une révolution, il faudrait que même eux acceptent l'intérêt profond que l'esclavage doublé du racisme, profondément ancré dans le racisme, quelque part, ils auront tort s'ils ne se fassent pas partie du grand mouvement révolutionnaire. Donc voilà un peu Saint-Domingue. Saint-Domingue, ça va devenir Haïti. C'était à l'époque la République dominicaine, qui est la moitié d'île, et la République d'Haïti. Ça s'appelait Saint-Domingue Hispaniola, parce qu'il y avait eu les Espagnols, il y avait eu les Français, il y avait eu les Anglais, sur un tout petit territoire minuscule. La partie Haïti fait 27 250 km². Et toute, disons, l'Europe était en miniature sur ce petit territoire, parce que naturellement il y avait des mines, il y avait des possibilités aussi d'exploiter la terre. Il y avait de l'argent énorme qui circulait, qui fait à peu près ce que ça rapportait, Saint-Domingue rapportait à peu près le quart du PIB français. C'est-à-dire c'était énorme, parce que tout simplement l'exploitation de l'individu était faite à un rythme infernal. Les êtres humains, vous savez comment ils sont, hein, vous les mettez ensemble, ils finissent par faire des enfants, par avoir des sentiments troubles,
Et la situation de l'esclave n'est pas toujours une situation très clairement définie. Il y a des gens qui tombent amoureux des esclaves, des Européens. Donc, ça devient excessivement trouble et Saint-Domingue devient beaucoup plus difficile à gérer qu'au tout début, quand il fallait tout simplement exploiter une terre avec l'aide d'esclaves. Et en même temps aussi en Europe, il y avait des guerres. Vous savez, ces gens-là faisaient la guerre et entre eux, et ça les affaiblissait aussi. Et ça permettait à des idées progressistes de se lancer. 1789. 1789 arrive, l'Europe est en ébullition, la France fait sa révolution, et naturellement, il y a des idées extrêmement importantes dans cette révolution-là qui se dit. Et la première idée, c'était que les hommes naissent libres et égaux, on devrait être libérés de toute chaîne possible. Personne ne devrait commander personne. Impossible. Et cette information arrive à Saint-Domingue. Et qui l'attrape? Eh bien, le colon. Parce que tout le monde, quel que soit le puissant, quel que soit le puissant, il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui qui l'écrase d'une manière ou d'une autre. Il a toujours besoin d'une liberté aussi. Alors, le colon en Haïti à Saint-Domingue, qui faisait ce qu'il voulait, et était dominé par un autre système, le système français, le colbertisme, qui était le ministre Colbert, qui disait tout par et pour la métropole. Ah oui, quand on est à Saint-Domingue, c'est très loin. On fait ce qu'on veut, on peut tuer qui on veut, on ramasse la richesse comme on veut, et même maintenant, cette richesse-là, souvent, mettons, en biens comme la canne à sucre et autres, le cacao, il faudrait le vendre à quelqu'un. Et brusquement arrive l'argent, c'est-à-dire celui qui le possède, c'est votre maître, et c'est l'Europe. Et le système de Colbert dit tout simplement qu'on ne peut vendre qu'à la France. Mettons pour la France. Quand c'est la métropole, c'est française. On ne peut vendre qu'à la France. Et que font les gens? Quand les gens veulent qu'on augmente le prix des marchandises, eh bien, on laisse les marchandises pourrir dans les ports de Nantes, de La Rochelle, et puis on laisse les marchandises pourrir dans les ports d'Haïti et de Saint-Domingue. Et pour baisser les prix, pour les punir de vouloir augmenter les prix, vous savez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire un système excessivement simple. Nous exploitons des gens qui n'ont aucun pouvoir et nous ramassons le plus possible de biens et qui nous appartiennent. Et brusquement, les choses deviennent plus complexes. Brusquement, ceux qui exploitent sont exploités eux aussi. Et ils ont dit, nous, à Saint-Domingue, on veut la liberté. Ils n'arrêtent pas de le dire. Vous savez, les gens, quand ils ont des marottes, ce sont des monomaniaques, ils n'arrêtent pas de le dire. Finalement, il y a des gens qui entendent, ah bon, le mot liberté. Ah bon, nous aussi, on veut la liberté, disent les affranchis. Les affranchis qui possédaient, comme je vous l'ai dit, le tiers des terres et le quart des esclaves aussi, et qui étaient fils d'esclaves. Parce que, beaucoup plus même que les races, les intérêts d'argent sont puissants et irriguent dans toutes les classes sociales, dans tous les groupes sociaux. Donc la question d'une affaire de couleur, une affaire d'esclaves ne tenait plus. C'est qui avait le pouvoir d'argent. Fils de négresses et de blancs, les affranchis, eux aussi disent, nous voulons être libres. Et qu'est-ce qui leur manquait? Les colons avaient tout, mais sauf ils ne pouvaient pas vendre à qui ils voulaient. Puisque les Français, la France dit, vous ne vendez qu'à moi. Alors que la Hollande veut acheter à des prix 3 fois le prix que propose la France. Les Américains veulent acheter encore plus cher. Mais vous n'avez pas le droit. Vous nous vendez à nous et nous vendrons aux Américains et aux Hollandais. C'est embêtant, hein? Quand c'est vous qui avez ramassé ça dans la fournaise de Port-au-Prince. Vous êtes là avec des individus dont vous n'avez aucune idée. Ils sont tous noirs, avec des yeux rouges. Ils veulent tous votre mort. Et vous avez pu ramasser un petit peu d'argent parce qu'ils n'étaient pas tous riches, les colons. Il y en a qui venaient de zones beaucoup plus pauvres, qui étaient même esclaves pendant 36 mois pour avoir. D'ailleurs, j'ai rencontré un type qui m'a dit à Bordeaux, il m'a dit, vous savez, ma famille avait des esclaves. Il dit, mais nous, on était des petits propriétaires, vous savez. Vous savez, quand il y a une tempête, mais on couchait dehors, on mettait nos esclaves à l'intérieur, un peu comme font les paysans. Quand il y a rien, vous mettez la vache à l'intérieur. Il dit, nous, on avait que ça.
C'était notre seule richesse. On protégeait, j'entends dire que les gens écrasaient les esclaves, les tuaient. Pas nous, hein. Ah non, 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 au contraire. Et quand on a commencé à rentrer un petit peu notre argent, non, la Révolution française. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Donc, vous savez, tout le monde se plaint. Moi-même, d'ailleurs, quand le type m'a raconté ça, il m'a raconté ça vraiment, hein. Et puis, il me disait de prendre... Il m'a dit, d'ailleurs, c'était en, je ne sais pas, en 94 ou quelque chose comme ça. Et puis, il me disait, est-ce que c'est possible si... Il voulait, pour 2004, le 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, il voulait prendre un bateau. Il allait appeler le Lafayette. Il est médecin. Ils étaient 2 médecins qui étaient venus me voir très tôt le matin pour me demander s'ils prenaient un bateau qui s'appelle le Lafayette et qu'ils rentrent en Haïti, est-ce qu'ils vont retrouver leur terre? J'ai dit, enfin, mais beaucoup de temps ont passé et puis les gens ne vous reconnaîtront pas. Je ne sais pas comment vous allez montrer les preuves de cela. Et il n'était pas au courant. Médecin, hein, je parle, pour vous montrer comment les mythologies d'argent et les affranchis se disent, bon, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est la liberté politique. Parce que nous avons l'argent. Jamais nous pourrons transiger avec l'Europe. On va laisser ça aux colons. Mais nous voudrions avoir une présence politique. Une présence politique. Vous voyez, eux-mêmes aussi voulaient la liberté. Ils voulaient cette liberté-là. Et il n'y avait que les esclaves qui ne voulaient rien. Ils ne voulaient que la liberté. Il n'y avait pas d'adjectif à côté, pas de liberté politique. Les colons européens voulaient la liberté économique, pouvoir négocier et vendre où ils veulent au monde. Les affranchis voulaient la liberté politique. Les esclaves voulaient juste la liberté. Et naturellement, vous savez très bien que quand on fait des contestations, des batailles, plus le but est simple, plus vous avez de chances de gagner. Il n'y a pas de débat là. C'est pas, tu vois, la question référendaire haïtienne à l'époque était simple. Êtes-vous pour ou contre la liberté? Elle était simple et la réponse, c'était le feu. C'était le feu, vous la verrez tout à l'heure. Et cette liberté-là, voilà, on est dans cette colonisation. Voilà, le feu est parti. Et le feu est parti et la chose était très simple. C'est une bataille qui a commencé. C'est très compliqué à comprendre cette bataille qui s'est passée dans la colonie.